donc de refactoring à large échelle avec LaunchID. Je ne sais pas si vous connaissez cette publicité. On est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. On va très rapidement passer sur le côté très sexiste de la société et de la publicité en particulier. C'est pas sexiste, on peut dire. Merci. Donc, on va passer sur le côté très sexiste de la publicité et de la société à ce moment-là, en fait, qui essayait de renvoyer les femmes dans les foyers après qu'elles aient travaillé en usine pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est que c'est l'arrivée de l'aspirateur dans les foyers. Avant ça, ils avaient fabriqué quelques énormes aspirateurs industriels, mais dans les foyers, ça arrive juste là. Et comment est-ce que Hoover le vendait? C'était les femmes vont être contentes parce qu'elles vont passer moins de temps à faire le ménage. Bon, donc, pas sur le côté des femmes, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les femmes n'ont pas du tout passé moins de temps à faire le ménage. Ça a eu deux impacts sur la société. Le premier, c'est qu'avant, quand on est chez les voisins et qu'on prenait un repas et qu'il y avait de la poussière sur le tapis, c'était normal. C'est parce que c'était probablement pas le jour des tapis. Avec l'arrivée de Hoover et des aspirateurs, on allait chez quelqu'un et il y avait de la poussière sur le tapis, ça faisait mal. Ça voulait dire que la personne n'avait pas fait le ménage aujourd'hui alors qu'elle avait un aspirateur. C'était dégueulasse. Et la deuxième chose qui est arrivée, c'est que dans les années qui ont suivi, la moquette est arrivée dans les foyers. Et s'il n'y avait pas eu l'aspirateur, ça aurait juste été impossible à faire. Pourquoi je raconte tout ça? Au-delà du fait que le refactoring, après tout, c'est juste du ménage, c'est pour dire qu'en fait, un outil qui a été vendu à l'époque, quand Hoover l'a vendu, eux, s'ils avaient su que ça allait changer la manière dont on percevait la propreté sur les tapis, ils l'auraient vendu comme ça. Ils n'auraient pas prétendu que ça allait simplifier la vie des femmes. Ils croyaient eux-mêmes réellement que ça allait juste simplifier la vie. Et nous aussi, en fait, au quotidien, dans nos outils, quand on a une amélioration continue, ça ne provoque pas forcément une amélioration continue de notre expérience. Ça va avoir quelque chose de complètement discontinu. Imaginons que j'ai une test suite. Donc, ça, c'est mes performances, ou les performances de mon équipe. Et ça, c'est le temps que met ma test suite à tourner. Et au départ, je la récupère à mes 8 heures à tourner. Et mes performances sont vraiment très très basses. Tac. C'est pas faux. Au début, mes performances elles sont vraiment très basses parce que je peux faire tourner éventuellement ma test suite la nuit. Si j'ai de la chance, le matin, elle a fini de tourner. Si quelqu'un arrive et commence à améliorer les performances et à réduire le temps que ça prend, les performances vont monter un tout petit peu, juste parce que ça va arriver de moins en moins souvent que ça n'avait pas fini de tourner la nuit, mais globalement, ça va quasiment rien changer. Et puis un jour, on va arriver à 4 heures pour faire tourner la test suite. Et à ce moment-là, on va pouvoir la faire tourner aussi le matin à midi, juste après qu'on ait fait les premiers développements du matin, et on aura les réponses avant la fin de la journée. Et brusquement, nos performances vont exploser. Elles vont doubler. Tac. Et là, maintenant, quand on va commencer à gagner du temps, c'est bien parce que je vais pouvoir travailler de plus en plus. Je vais pouvoir retravailler de plus en plus tôt quand j'ai un problème sur ma test suite. Jusqu'à ce que j'arrive à peu près à 1h30, où brusquement, je peux faire tourner ça à chaque fois que j'ai une nouvelle change list et pas juste le midi, et où je vais avoir un nouveau saut de ma performance, et ainsi de suite. Et puis, je pense qu'en fait, on va arriver à 2-3 secondes, où là, vous allez encore avoir de nouvelles manières de coder qui vont apparaître. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que je dessine très mal au tableau et que une amélioration continue des performances ou l'arrivée de nouveaux outils peut avoir un impact très discontinu, en fait, où il y a des moments où une goutte d'eau va faire déborder le vase et va tout changer. Ces discontinuités sont très difficiles à prédire. Comme on disait, Hoover ne les avait pas prédites. Et elles sont très dures à vendre aussi. Un des exemples de discontinuité en développement qu'on a, c'est Git. C'est Linus Torvald qui expliquait, en fait, lui, il a inventé Git avec Git branch, qui est juste la création d'un pointeur quelque part. C'est instantané. Et ce qu'il disait, c'est que ça a complètement changé la manière d'utiliser ma gestion de version, en fait, de pouvoir avoir une branche instantanée. Les branches qui prenaient 30 minutes à faire, ça existait déjà. Si vous allez voir quelqu'un qui a fait que du Perforce ou que du SVN de toute sa vie et que vous lui dites « Git, c'est génial parce que je fais une branche instantanément au lieu de prendre 30 minutes »,
Il va vous dire, ouais, mais je m'en fiche, en fait. Enfin, 30 minutes, c'est pas énorme. Parce qu'on ne perçoit pas du tout le fait que si on arrive à passer à l'instantané, en fait, on change la manière de travailler. On n'a pas juste gagné 30 minutes, on a gagné le fait que maintenant, on a une nouvelle manière de travailler à base de guide branche, où je vais pouvoir switcher instantanément et faire plusieurs devs en parallèle. Et maintenant, on va passer au sujet de ce soir, à savoir Clang. Avant l'arrivée de Clang, quand on voulait faire du refactoring à grande échelle, quand on voulait maintenir du code à grande échelle, on avait la boilerplate rule, qui était juste, quand je fais un développement, je laisse le code dans un meilleur état que celui où je l'ai trouvé en arrivant. Si j'arrive sur une fonction ou sur un nom de variable qui n'est pas clair, je le clarifie. Si je tombe sur une row loop, je pense à parent, j'utilise les algos de la STL. Si je trouve du code qui est complexe en général, je vais essayer de le simplifier. Ça marche bien la boilerplate rule, clairement, j'aime beaucoup. Typiquement, vous allez toujours, la boilerplate rule va vous aider à améliorer le code là où vous passez souvent, qui est justement là où vous voulez refactorer. Vous n'avez aucun intérêt à refactorer du code qui n'a pas bougé depuis 30 ans, qui est hyper solide et qui ne change pas. Le code qui change tous les jours, c'est celui-là que vous voulez améliorer, et la boilerplate rule, justement, fait que de toute façon, c'est là où vous êtes en train de faire vos améliorations. La deuxième chose, c'est que ça fait partie du BAU, du business as usual. Je n'ai pas besoin d'aller voir mon chef et de lui demander si je peux travailler pendant 3 jours sur le truc. Juste, j'ai un développement qui me prenait une journée, bon, bah, j'ai passé 1 heure dans la journée à faire du refactoring dedans. Le chef s'en fiche, c'est super. Et la dernière chose qui est bien, c'est de toute façon, mon développement allait être mergé. Donc s'il y a un problème de merge, à cause du refactoring, on est au même endroit que là où j'étais en train de développer, c'est quelque chose que je connais bien, il n'y a aucun souci pour résoudre les possibles conflits qu'il y aurait. Donc j'aime beaucoup la boilerplate rule, mais ça a des défauts. Si je suis en train de développer une API qui est utilisée par plein d'équipes, je ne vais pas du tout modifier mon API pendant la boilerplate rule. J'ai 3 heures pour faire un dev, je me suis donné 30 minutes pour faire du refactoring dedans, je ne peux pas aller changer une API qui est utilisée à 50 endroits différents. Si c'est dangereux, pareil, je ne vais pas le faire en fait. Je ne vais pas changer l'ownership d'un pointeur qui passe à travers mes fonctions si jamais j'ai pas le temps pour ça. Et des gros refactoring multi-étapes, la boilerplate rule, en fait, au milieu d'un dev, ça n'a pas sa place. Donc pareil, c'est quelque chose que je vais pas. La boilerplate rule ne va pas m'aider dans ce genre de cas. Arrive. Oui. Je peux me permettre, en plus, ça fait le code qui est incohérent. C'est-à-dire que s'il y avait un défaut quelque part, bon, on fait juste la boilerplate rule, on va avoir un truc qui est méthode 2017 avec beaucoup de 98 et sans doute. Oui. Oui, effectivement, en fait, c'est vrai qu'on est en train d'améliorer certaines zones du code au milieu d'un code qui peut encore être écrit en C ou en C++ 98. C'est effectivement aussi un défaut. Après, généralement, dans une énorme codeline, ça va être quasiment impossible de s'en passer à moins de tout réécrire. Mais c'est vrai que ClantID va aussi permettre d'impacter ça de manière plus générale. Donc, je n'ai pas demandé qui est-ce qui connaît ClantID ici. Bon, on va passer relativement rapidement, mais ClantID, à la base, c'est juste un outil d'analyse statique, et c'est un linter qui va permettre d'avoir des règles qui disent à cet endroit-là, tu es en train de faire un anti-pattern. Et aussi, en fait, là où c'est vraiment sympa par rapport à la plupart des linters, c'est que je peux lui passer moins fixe. Et dans ce cas-là, au lieu de me dire qu'il y a un problème, il va juste le corriger lui-même, généralement bien. Typiquement, je peux lui dire de me moderniser mes boucles for si j'utilisais des boucles for à base d'itérateurs, alors qu'en fait, je pouvais faire juste un for sur le container. ClantID va être capable de détecter que c'est une vraie itération sur le container entier et le remplacer. Ça va me permettre brusquement de voir beaucoup mieux les endroits où je suis en train de faire des choses bizarres, où j'itère sur seulement une partie du container, ou peut-être que je suis en train de supprimer des trucs en même temps, etc. Ces choses-là vont sauter aux yeux parce que tous les autres où les itérateurs étaient juste du bruit vont disparaître. Donc c'est quand même quelque chose de très pratique. Et éventuellement, vous allez peut-être même voir des bugs où vous avez raté une des bornes. Ça peut arriver. Un autre qui est vraiment très pratique aussi, ça serait de remplacer tous les auto-pointers par unique pointer.
Là, pour le coup, on commence à arriver dans des choses où c'est un petit peu touchy de le faire à la main au milieu d'un dev. Est-ce que j'ai bien pensé à mettre tous les moves où il fallait, etc. Bon, là, c'est réglé. ClantID l'a fait pour vous. Tout ça, c'est sympa, mais ça ne change pas la vie. Là où ça va changer notre vie, en fait, c'est que ClantID est modulaire et qu'il y a une API en fait, qui va permettre de développer vos propres checks et vos propres fixes à ces checks. Comment ça marche? Donc, bon, j'ai laissé écrit Clang, mais c'est LLVM qui est écrit en gros. C'est la suite LLVM qui fait ça. On a un certain nombre de langages qu'on est capable de compiler dans une AST, qui est capable de générer une représentation intermédiaire qu'on peut compiler sur énormément de plateformes. L'intérêt en fait d'avoir ce genre de choses par rapport à juste, je compile l'Objective-C en x86, en ARM et en SUMB, et je compile le C++, c'est que en fait, dans un cas, on aurait la combinatoire et ça explose, et puis effectivement, personne s'est amusé à faire le compilo C pour SUMB parce que c'est pas arrivé. Là, avec la représentation intermédiaire, en fait, on fait disparaître cette combinatoire. Ça, c'était l'intérêt pour les développeurs de compilateurs. L'AST aussi, pour qu'on soit tous d'accord, c'est la représentation abstraite en arbre de mon code. Donc si j'ai une fonction qui s'appelle iLoveClang, qui a un int I égale 42 et un appel de fonction en dessous, c'est une déclaration de fonction qui contient un statement entre les deux accolades. Et la première partie de ce statement, c'est une déclaration avec une variable et un littéral. Et la deuxième partie, c'est un appel avec des implicit cast et un pointeur de fonction et un int. Là où c'est fantastique et où ClantID va être très très utile, c'est que en fait, les flèches vont dans l'autre sens aussi. Depuis l'AST, je suis capable de retrouver le code originel. Donc ClantID va venir se situer là, au niveau de l'AST. On va pouvoir détecter des patterns de l'AST, changer l'AST et réimpacter le code original en passant par l'AST. Ce qui fait qu'on est en train de travailler sur quelque chose qui a déjà été parsé, qui a déjà été vérifié par le compilateur. On n'est pas du tout dans le monde de la regex, comme beaucoup d'outils d'analyse statique le font. Ouais. Est-ce que ça veut dire que si on écrit un code en C# on peut avoir du C++ généré? C'est une bonne question. Je veux dire, Je ne pense pas que ce soit complètement objectif en réalité. Il est capable de dire que tel endroit de l'AST correspond à telle partie du code. Il y a quand même un truc pour traduire du C en JavaScript ou un truc comme ça. Ça, c'est possible. Qui veut faire ça? Bah, il y a WebAssembly, etc. Mais... Je sais pas si t'as un collègue qui avait utilisé ça. Si c'est ça, je crois que ça a déjà été fait. C'était pas directement c'est LLVM, mais pas vraiment le. je l'avais utilisé, ça marche pas. Pas des rétro-satellés. L'AST, par contre, cet AST-là, il gère Objective-C, C++ et C. Oui. LLVM peut gérer d'autres langages que ces trois-là, mais avec un autre AST. Donc de toute façon, il n'y a que ces trois langages qui sont suffisamment proches pour qu'il les ait fait rentrer dans un seul AST. Le niveau IR, il est commun à tous les langages, mais là, il n'y a pas moyen de revenir de l'IR à l'AST et au code. Donc les exemples qui ont été donnés, on pourrait imaginer effectivement qu'on génère à partir du C++ un AST, on ne pourrait pas réfléchir de toute façon, et en plus c'est des nœuds différents. C'est-à-dire que l'AST qu'il y a là, c'est une sorte de surensemble des AST du C, du C++ et de l'Objective-C. On ne pourrait pas demander de régénérer du C correspondant au C++, simplement parce que les nœuds qu'il y a d'un AST C++ ne sont pas les mêmes que les nœuds d'un AST C. Enfin ouais, c'est ça, il y a quelques nœuds C++ spécifiques et quelques nœuds Objective-C spécifiques qui ne sont pas. Quelques-uns. Bon, là, les déclarations de classe, les choses comme ça, c'est de toute façon pas évident à référencer. Oui, c'est ça. Et c'est le même AST, sauf qu'il peut être mélangé. C'est-à-dire que si dans un programme on a un X et un C, dans le même arbre, on aura les objets C++ et les objets C. Et les trucs bas niveau, genre A égale B plus C, ben ça c'est représenté avec les mêmes nœuds, si on met aussi A, B et C sur des entiers, c'est les mêmes nœuds qu'on soit en C ou en C++. Donc il y a vraiment quand même beaucoup de choses communes, mais la déclaration. C'est l'ensemble des trois langages en fait, qui est géré par les. Par contre, on parle du translangage, c'est aussi intéressant. Dans le droite de gauche à droite, que je ne l'ai pas fait personnellement, mais je l'ai vu un article des gens qui le faisaient, qui compilaient du C++.
représentation intermédiaire. Ouais. Et la représentation intermédiaire, il la compilait en bytecode bas niveau Java. Et donc, il faisait donc programmer en C++ des choses qui s'exécutaient sur n'importe quel navigateur. JavaScript, du coup. JavaScript, ouais. Voilà. Bah, Là, c'est. c'est Ouais. ça, parce que c'est juste un générateur, Oui, au oui, lieu c'est d'utiliser l'assembleur. Ah oui, c'est Va générer. Ouais. De toute façon, le JavaScript, ça veut dire d'autre que de l'assembleur. Le bytecode bas niveau. Sauf que voilà, pour qu'on dit développeur C++, et Ouais, les codes, effectivement. c'était pas le même niveau de perf que de l'assembleur natif, hein, c'est sûr, mais c'était partable. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais en C++, vous pouvez écrire. Enfin, ces deux choses-là reviennent exactement au même. Et en fait, il y a de plus en plus d'équipes qui se rendent compte qu'ils aiment bien utiliser des AND en toutes lettres à la place de la double esperluette pour dire et les OR et les notes. Voilà, les notes, sont. Là, mais le note aussi, on peut le mettre. Tout à fait. Mais du coup, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Ah, nous, dans notre équipe, on est en train de passer au AND, mais ce qui m'embête, c'est que du coup, on a plein de codes avec du double esperluette. Ce serait bien d'avoir une règle clan tidy qui permette de convertir le double esperluette en AND partout. » Et comme c'était facile, je lui ai fait. Et ça va être votre premier exemple de code donc, pour clan tidy. Donc, clan tidy, on va avoir deux choses. On va avoir un matcher qui va détecter un pattern dans l'arbre, et un checker qui va agir sur ce pattern qu'on a découvert. Donc là, typiquement, je suis en. Ouais. Juste dans ce cas-là, on aurait pu faire une simple regex qui aurait remplacé les et partout dans le code. Ça aurait aussi remplacé. C'est R-value référence, voilà. Mais c'est correct. Et C'est peut-être pas ce qu'on veut pas. C'est du coup quand tu as une signature où tu as comple, ta classe, parce que c'est le tilde, c'est parfait. On en perd plus de destructeurs, ça compte bien. Le code est correct. Voilà. C'est-à-dire que le R-value référence, c'est et comme c'est au niveau lexical que et and sont équivalents, le code est correct. C'est plutôt par tes codes. Mais personne n'a envie de le dire. Donc, on a un finder pour lequel on va créer un matcher. Donc là, le matcher est très simple. En fait, on trouve tous les opérateurs binaires dont le nom est double esperluette. Et après, on a ce bind opérateur en fait, qui va permettre de retrouver cet élément de l'arbre au moment du check. Et le check va ressembler à ça. Donc je récupère le nom que j'ai donné, je l'avais appelé opérateur, donc je le rattrape ici. Et je vais pouvoir créer un diagnostic. Donc quand on va lancer clan tidy en mode, sans moins fixe, juste il va afficher la ligne en question et il va écrire à cet endroit-là et can be replaced by and. Et ensuite, si je passe moins fixe, j'ai créé un remplacement en fait dans clan tidy qui va être appliqué et qui va remplacer toute la zone que j'ai trouvée par and. Et donc on va le remplacer lexicalement et on est content. Tout le monde est. Voilà. Ça c'était un truc qui se fait en 10 minutes. Mais après, j'ai eu l'occasion de faire des règles un peu plus grosses. Donc moi, mon expérience chez Murels, c'est que je suis développeur de l'API UI, et surtout mainteneur de l'API UI. Et la code line est énorme. Tout le monde est potentiellement susceptible d'appeler la UI. Je ne suis pas capable de dire il y a telle et telle partie du code où potentiellement mon code est appelé. La totalité de la code line est potentiellement en train de m'appeler. Et les premières lignes de code ont été écrites il y a une trentaine d'années. Il n'y en a plus énormément de celles-ci, mais quand même. Donc, il y a du legacy et il y a énormément d'utilisateurs sur une très très grosse surface de code. Et typiquement, on avait cette fonction qui display un écran. Elle est là depuis plus de 20 ans. Elle a toujours eu 4 paramètres et elle n'a jamais utilisé le troisième. Celui-ci n'a jamais été utilisé. Quelqu'un a une super idée. Il a 1000 paramètres pour pouvoir s'en servir, ça n'a jamais été utilisé. Et on le supprime. Sauf que cette fonction-là, elle est appelée 50 000 fois dans le code. Et qu'elle est appelée avec des commentaires entre les paramètres, etc. Parce qu'il n'y en a pas 4, en réalité, il y en a beaucoup plus. Donc il y a des commentaires, des sauts de ligne, etc. Donc c'est impensable de faire des regex là-dessus. Donc, pendant 20 ans, le truc est resté avec un paramètre mort, juste parce qu'on n'était pas capable, on n'avait pas envie de tuer un développeur à juste supprimer les trucs pendant des heures. Avec clan-tidy, ça m'a pris 50 lignes de code pour supprimer sur la totalité de la code line en une fois. Appuyez sur un bouton, c'était réglé. Un autre, un petit peu plus avancé, donc l'API UI, en fait,
Ça vient d'il y a très longtemps et du Java, etc. Si je veux créer un écran, il faut que je surcharge une classe abstraite et j'ai certaines fonctions à surcharger et qui toutes ont le même type de retour qui est un int, qui est en fait 0, tout s'est bien passé, et 1, quelque chose s'est mal passé, on tue l'écran. Comme dans Bash, en fait, il y a 20 ans, c'était complètement logique de faire ça. Aujourd'hui, assez régulièrement, j'avais des développeurs juniors qui me téléphonaient en disant « Je ne comprends pas, mon écran vient de se fermer, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et généralement, c'est qu'ils avaient fait un return true ou quelque chose comme ça, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Ça avait une bonne tête. Donc les nombres magiques, ça a ses limites. Une fonction typique, en fait, qui peut justement être développée par quelqu'un qui veut créer son écran, ça pourrait ressembler à ça. Il crée un result, il a un early return où il renvoie 1 directement, il ne passe pas par result. Après, il regarde si ses inputs sont négatifs ou positifs, si jamais ils sont supérieurs à 1 ou pas, à 10 ou pas. Et en fonction de ça, il va fermer l'écran ou continuer. Avec LaunchID, j'ai pu trouver toutes les fonctions qui s'appelaient comme ça, qui surchargeaient ma fonction réellement, trouver les returns dedans, voir ceux qui étaient des returns de littéraux et ceux qui étaient des returns de variables. Pour les variables, trouver là où elles étaient déclarées, trouver là où on leur assignait quelque chose, et après, pareil, en appuyant sur un bouton sur la totalité de la conline, j'ai remplacé tous les ints par une enum class qui s'appelle continue ou stop. Et là, pour le coup, quand un junior m'appelle en ne comprenant pas pourquoi ça s'est fermé après avoir dit stop, j'ai le droit d'être plus désagréable. Ça, c'était... voilà. Pour le coup, la règle est un petit peu plus velue que ce qu'on a pu voir avant, mais ça marche. Le troisième cas d'utilisation de LaunchID, alors cette fois-ci, c'est pas moi, c'est Jérémy qui l'a fait, qui va vous faire la présentation après. C'est un des trucs les plus puissants que j'ai pu voir en utilisation de LaunchID. Il y a 30 ans, quand les gens commençaient à coder sur MX, const n'existait pas. Donc, quand je voulais afficher Hello World, je créais un char étoile avec Hello dedans, et je le passais à plein de fonctions qui me renvoyaient World. Et arrivé le standard qui a dit, si jamais c'est une chaîne littérale, c'est dans un const char qu'on le met, c'est pas dans un char étoile. Parce que si jamais on s'amuse à changer celui-là, ça va probablement mal se passer. Ils ont dit ça, et pendant un bout de temps, nous, on a juste passé un flag en lui disant « ignore le problème », on gère. Et puis il y a un jour, on a voulu passer à un nouveau compilateur, et c'était plus possible, parce que le flag n'existait plus. On n'avait plus le droit d'ignorer le fait qu'on était en train de mettre un littéral dans un char étoile. Et la codeline était monstrueuse. Et comme vous pouvez voir ici, entre le fait que ici j'ai créé un char étoile avec un littéral, et là où je l'utilise, même ici où il y a 4 lignes, il faut quand même faire plusieurs sauts pour le comprendre mentalement. Dans une codeline gigantesque où il y a des forks avec des if-else, etc., savoir si réellement mon char étoile ici, il a été modifié ou pas. Parce que s'il a été modifié, c'est mauvais. Là, il va falloir commencer à faire des trucs marrants. Si par contre tout était const, en fait, il n'y avait rien à faire. C'était juste qu'on a oublié de mettre const. La règle de Jérémy a rajouté les consts partout où c'était logique. Et brusquement, à chaque fois qu'il y avait un warning qui sautait, c'était que réellement il y avait un problème. Et pas uniquement que ça avait été codé il y a 30 ans avant l'invention de const. Donc ça, ouais, pour le coup, la règle, c'est une bonne règle, et ça marche. Est-ce qu'on peut, avec, comme tu as dit, voir le nom de la fonction, par exemple, ça s'appelle get, tu pourras dire automatiquement moins un const à la fin, s'il te plaît? Tu peux faire ça, ouais. Tu peux faire ça. Trouver les... ouais. Après, je pense que tu vas trouver du monde. Donc, ce qui est bien, c'est que, en plus de ça, c'est un script. Je suis en train d'écrire une règle. J'ai écrit une règle qui a changé 50 000 fichiers. J'essaye de l'envoyer, de le merger. Il y a des gens qui ont modifié les 50 000 fichiers en même temps que moi. Il y a un conflit. Je m'en fiche. Je rollback mon dev. Je réapplique ma règle. Et il n'y a plus de conflit. C'est réglé. Je fais ma règle, je l'applique sur 50 000 fichiers, je lance les tests, il y a un truc qui ne marche pas. Je rollback tout. On réfléchit calmement, on refait une règle et on réappliquera tout. Si j'avais passé 6 mois à faire tout le truc à la main et qu'il y avait des conflits,
ben, on résout les conflits, parce que je ne vais pas perdre 6 mois de travail. Si le test échoue, on passe en mode panique, on essaye de résoudre le test en prod, mais il est hors de question qu'on rollback ce truc-là. Là, en fait, je m'en fiche, je suis serein, et puis je ne suis pas pressé. Ouais. De grandeur, 50 000 fichiers en temps, c'est quoi? C'est vraiment la seconde ou c'est la routine? La compile. Ça va, ouais, c'est ça, c'est un compilo. Après, du coup, Jérémy avait fait 2-3 outils. Au niveau de notre codeline, on fait une première passe de regex, simplement. Où on regarde si le nom de la fonction n'est pas apparent, clairement, tu sais que tu n'auras pas à appliquer la règle qui change cette fonction. Donc là, tu gagnes énormément de temps, et pour le coup, ben, ouais, c'est les 50 000 fichiers que tu modifies qui vont coûter, mais autant de fichiers que tu veux autour sont quasiment gratuits. La conclusion de tout ça, c'est qu'on a rendu des problèmes insolubles solubles. On va pouvoir refactorer à très large échelle, appuyer sur un bouton et il y a 100 000 fichiers qui changent. Et on peut faire une révolution dans notre code. C'est génial, on est tous contents. Merci, est-ce que vous avez des questions? Ah, non, stop. Est-ce que vous voulez vraiment révolutionner votre code? Parce que vous allez faire votre première change list qui change 50 000 fichiers. Vous allez l'envoyer en prod. Vous allez sabrer le champagne avec tous les collègues. En réalité, ça vous a pris 1h30 d'écrire la règle. Du coup, après avoir sabré le champagne, vous retournez à votre bureau, vous refaites une deuxième règle, vous rechangez 50 000 autres fichiers. Et au bout de 2 semaines, ou toutes les 3 heures, vous changez 50 000 fichiers, les gens vont commencer à débarquer et vous casser la gueule. Parce que eux, ils étaient en train de coder pour de vrai, pour faire des vraies features. Et quand ils essayent de merger, tout a changé. Ça va mal se passer. Un autre problème, c'est que votre change list de 50 000 fichiers, je ne sais pas vous, mais moi, mon logiciel de code review, il m'affiche les 100 premiers, et après, il me met 3 petits points. Comment est-ce qu'on valide ça? Voire pire, si jamais j'ai modifié le code des autres équipes et que j'ai besoin de l'autorisation des autres équipes, je vais les appeler, je vais dire, est-ce que tu peux regarder ma code review, ma pull request de 50 000 fichiers? Ah, au fait, d'ailleurs, tous ceux qui sont dans ta zone de code, de toute façon, ils sont dans les 3 petits points, tu les verras pas. Je vais avoir du mal à avoir mon green light. Un autre problème, c'est que le C++, c'est difficile. Est-ce que vous savez initialiser une variable en C++? C'est pas vrai. Ils disent that's about it, mais c'était à l'époque du C++ 17. Si vous compilez en C++ 20, il y en a d'autres. Le GIF est super marrant, mais si vous êtes en train d'écrire un matcher qui doit repérer les initialisations, j'espère que vous n'en avez pas oublié un, parce qu'autrement, votre matcher, il est en train de les rater aussi. Faire un matcher d'AST, ça peut être très difficile. Moi, personnellement, je me suis planté à chaque fois. La preuve, c'est que tous les exemples que je vous ai montrés avant, je me suis planté. Le matcher pour le double esperluette qu'on remplace par un AND, ça avait l'air facile, ça faisait 3 lignes. Sauf que c'est ce que tu as dit, c'est qu'en fait, c'est identique lexicalement. Donc en fait, ma règle, elle est en train aussi de détecter tous les AND. Et donc sur tous les AND, parce que en fait, au niveau du compilo, c'est la même chose, il va aussi me repérer les AND, il va me les souligner en rouge en disant tu pourrais le remplacer par AND. Thank you, Captain Obvious. Donc en réalité, en plus de faire un matcher, il va falloir qu'au niveau du chat, je vérifie réellement le texte. Et là, tu ne remplaces pas ceux qui sont des surcharges opérateurs, tu remplaces que les built-in. Parce qu'autrement, ça serait une call expression qui correspond à... Je me suis planté 2 fois. Merci. Bon, bah tant pis. Bah, écoute, la personne à qui j'ai donné la règle avait l'air contente. Elle n'a pas dû s'en rendre compte. Elle n'avait peut-être pas défini de classe avec l'opérateur end. Oui. Pourtant, je pense aussi, mais bon, il va mettre longtemps à s'en rendre compte. Display something. Pareil, je me suis planté. Ça a l'air facile, en fait. Je demande à Clang de trouver le 3e paramètre et de le supprimer. Sauf que dans mon code, en fait, j'ai des macros. Et Clang, il arrive, je lui dis, c'est quoi le 3e paramètre? C'est 1. Ok, bah supprime-moi 1. Paf, il me le supprime.
Du coup, j'ai define true ici, et en dessous, j'ai un appel de fonction avec 4 paramètres, dont un qui est vide. Là, C'est pas- facile, pareil, parce que c'est facile à régler. le macro, il est sur un seul paramètre. Oui, Et si tu as une macro qui correspond à 2 paramètres, là, c'est plus faible. heureusement, ça m'est pas arrivé. Clairement, c'est des choses qui sont très faciles à régler après avec Lang, en fait, où enfin, ils fournissent les outils pour aller chercher, pour lui dire je veux résoudre les macros ou pas avant de faire mon emplacement. Juste la première fois que je l'ai fait, je me suis planté. Les enum class conversion, en fait, donc c'était, je vous disais, il y avait magic number et j'ai remplacé ça par une enum class. J'ai dit que j'allais tout remplacer en un bouton. En réalité, il me restait toutes les classes templétisées que ma règle gérait pas bien. Il y en avait 5 dans la code line, donc je les ai corrigés à la main, et je n'ai pas corrigé ma règle réellement, parce que ça m'aurait pris plus de temps que de finir à la main. Le fait que écrire des AST matchers ce soit difficile, c'est pas un problème. On est développeurs C++. On a l'habitude d'apprendre des nouveaux trucs, de se planter, de réessayer, d'aller chercher la doc, etc. C'est pas un problème tant que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans votre changes de 100 000 fichiers, le fait qu'il y ait une macro dans le 300e, vous n'allez pas vous en rendre compte en fait. Ça va arriver en prod et si vous n'avez pas de chance. Si vous avez de la chance, ça ne va pas compiler. Mais si vous n'avez pas de chance, ça va cracher en prod et ça va mal se passer pour vous aussi. La conclusion de tout ça, c'est que le fait que ClantID permette de changer des millions de fichiers d'un coup ne veut pas dire que vous voulez réellement changer des millions de fichiers d'un coup. Bon, il y en a qui ont envie, mais c'est vrai que il y a quand même effectivement un côté assez puissant à changer beaucoup de fichiers d'un coup, mais ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, en fait, en tout cas celle qui est recommandée par Google, celle qui est recommandée par Jérémy, celle que maintenant que j'ai fait tout ça, je recommande aussi, c'est l'approche incrémentale. Ma version à 3 paramètres, je n'étais pas obligé de remplacer partout en une fois. Je pouvais simplement créer une version A4, une version A3, enfin garder la version A4, créer une version A3, la version A4 appelle celle qui est cleanée, et bloc par bloc, je prends le code de l'équipe A, je remplace tous ces appels à displaySomething vers la nouvelle méthode, ensuite l'équipe B, ensuite l'équipe C, et petit à petit comme ça, et à chaque fois, en fait, eux, ils ont un nombre raisonnable de fichiers à vérifier, ils sont capables de lire la totalité de la pull request, et une fois tout le monde a vérifié, on supprime la deuxième méthode qui n'est plus jamais appelée. Avec la fonction et les enum class, il y avait probablement moyen de faire la même chose. Ma solution ici est probablement pas la bonne, mais il y a quelque chose à faire à base de wrapper et de redirection. Ça sera plus de travail pour vous. Faire la version en un seul bouton, j'appuie sur un bouton, je vais prendre un café, c'est réglé, j'ai fini. Dans l'autre version, il va falloir que je fasse du suivi, etc. Ça va nécessiter de trouver une bonne taille de pull request, d'automatiser, de protéger mon code et de finir. Qu'est-ce que j'entends par ces 4 choses-là? Trouver la bonne taille de pull request. On a dit qu'on ne voulait pas envoyer 10 000 ou 100 000 fichiers en pull request. On ne veut pas non plus envoyer 100 000 pull requests de un fichier. Même si on est capable de le faire, ça va probablement mal se passer aussi. Donc là, il va falloir faire de la sociologie, il va falloir voir à quoi ressemble votre boîte. Est-ce que vous avez énormément d'équipes ou pas? S'il y a énormément d'équipes, je vais probablement faire une pull request par équipe. S'il y a moins d'équipes et que les équipes ont des très grosses surfaces de code, peut-être qu'il va falloir que je découpe encore un peu plus. Ça va dépendre de votre cas à vous, il va falloir trouver la bonne taille. Mais il y a quelque chose à trouver. Il va falloir automatiser, parce que mes 50 000 fichiers que j'ai remplacés, même si je fais 100 pull requests de 500 fichiers c'est lisible, mais par contre ça veut dire qu'il faudrait que je fasse 100 pull requests à la main. C'est moi qui vais craquer et pas eux. Donc il faut que vous arriviez à automatiser la création des pull requests, la génération des patchs divisés, l'envoi des mails aux équipes, le merge automatique quand ils ont donné le feu vert. Tout ça, il va falloir que vous mettiez en place ce système-là une fois pour toutes. C'est pas du temps perdu, parce qu'une fois que ça sera là, et ça marchera pour toutes les autres refactoring que vous ferez, mais c'est un temps qu'il va falloir payer. Protéger. Si j'ai mes deux fonctions displaySomething à 3 et 4 paramètres, si tout le monde est en train de créer des nouveaux appels à la version à 4 paramètres pendant que j'essaye de mettre celle à 3 partout, on ne va jamais s'en sortir. Il faut que je m'assure que les gens passent automatiquement sur la nouvelle solution quand ils font du nouveau code. Ça peut passer par des prequetted. Sinon, il y a un outil super sympa pour faire ça, c'est ClantID.
Ça tombe bien, on est en train de le présenter. Vous pouvez faire une règle, en fait, et essayer de mettre en place un système pour que les règles tournent sur le nouveau code et préviennent si quelqu'un est en train d'essayer de briser la règle que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Ça vous permettra d'avoir un truc très très explicite en plus. Vous pouvez mettre un texte très long en disant « Voilà, je suis en train de faire ce changement pour telle et telle raison ». Plus vous arriverez à le mettre près du développeur et moins il sera mécontent quand ça va péter. S'il a attendu, s'il a envoyé son fix il y a 3 semaines, au moment où il reçoit le mail qui lui dit « En fait, ça a été refusé à cause de ça », il ne sera pas content. Si c'est quand il appuie sur F7 dans Visual Studio, c'est génial. Entre les deux, vous faites où vous pouvez. Typiquement, tu peux faire du diff, en fait, simplement. Les fichiers qui ont été changés, je fais passer le Client ID dessus. Je fais passer Client ID sur la version d'avant aussi. Et je vérifie s'il y a des nouvelles violations de règles. Et en plus, au passage, je peux lui dire s'il est en train de violer des règles standards de Client ID aussi. Ouais, c'est ça. Après, ça va dépendre de la taille des trucs, quoi. Mais c'est ça. Soit tu vas ignorer, soit tu vas faire des diffs de qu'est-ce qui a changé dans Client ID entre deux fichiers. Des choses comme ça. Et la dernière chose à faire, c'est de finir. C'est qu'on a créé 2 display something, par exemple, avec un wrapper et la nouvelle méthode. On a augmenté la complexité du code en faisant ça. C'est pas grave, c'est quelque chose de temporaire. On le fait le temps de faire le refactoring. Il faut que ça reste temporaire. Si vous le laissez, en fait, vous êtes juste en train de complexifier votre code pour rien. Si vous lancez 50 chantiers et que vous les laissez en plan, vous avez complexifié tout pour tout le monde et au final, vous n'avez pas eu les bénéfices du refactoring total. C'est seulement quand vous aurez fini que vous pourrez supprimer tout ça et que là, tout le monde sera heureux. La conclusion de tout ça, c'est que comme l'aspirateur Hoover qui est arrivé dans les années 50, je ne pense pas que Client ID va simplifier notre vie. Par contre, ça va vraiment changer l'aspect de notre travail pour tous ceux qui travaillent dans des grosses code lines et pour lesquels Client ID s'applique bien. Ça va changer notre travail, ça va changer les attentes aussi des gens autour de nous. Et ça va créer probablement des nouvelles possibilités que je ne vois pas encore parce que justement je suis encore trop dans mon état de pensée pré-Client ID. Mais je pense qu'il va y avoir des gros changements grâce à ça. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Moi, je pense que une base de code qui a été faite initialement par un programme comme C#, qui déclare tout sous forme de Sharp-PTL. Tout en Sharp-PTL. Est-ce que tu penses que, comme tu as dit, peut m'aider, sachant qu'il y a une forme sémantique, un aspect sémantique qui est pas négligeable dans l'histoire, Ouais. je pense que, comme tu as dit, peut aider pour éliminer, enfin pas éliminer, mais faire un peu ménageable. À mon avis, tu dois pouvoir faire des règles qui vont récupérer toutes les branches basses du problème. Si je crée un chart pointer et que je le passe nulle part et que je le ferme à la fin et que je le tue à la fin du scope, ça tu vas pouvoir le détecter clairement. Tu vas probablement pouvoir suivre certains trucs en fait à travers les fonctions, voir que tu n'as pas des copies qui sont en train d'être créées partout. Si tu commences à copier et à avoir de la logique fonctionnelle, ça va vite devenir très difficile, je pense. On peut suivre les appels de fonction. Ouais. En fait, tu vas avoir ton matcher qui va détecter juste le premier appel, et par contre, après, dans le check, tu vas pouvoir aller plus loin et dire et aller chercher plus loin dans le Mais fichier par fichier. fichier par fichier. Et pareil, ouais, si tu as des appels de fonction, et que tu n'as pas de visibilité sur la fonction parce qu'elle vient de l'extérieur, ouais, tu pourras probablement pas non plus. Enfin, je sais pas, il y a peut-être moyen de créer des bases de données et repasser une deuxième fois à partir de la base de données. J'ai fait pour les comptes. Ouais. À la fin, je me finissais avec un graphe cross transaction unit et j'étais capable de voir des liens entre des fonctions qui pouvaient liées. En fait, on est capable. Voilà. De base, c'est monofichier, après on peut faire Ouais. ce qu'on veut. C'est ça. Tu peux, si tu commences à créer tes arbres toi-même, etc. Mais c'est un investissement. C'est un investissement sérieux, il faut vraiment être sûr d'en avoir besoin. Il y a peut-être aussi, il y a 2 aspects, il y a le fait de décider que tout faire automatiquement, j'y crois pas trop, mais par contre, Ouais. si toi tu as décidé que ce chart PTL devrait être remplacé par autre chose,
Peut-être Ouais. que tu as moyen de faire un truc pour que ce remplacement-là soit fait globalement et les conséquences qui en découlent. Mais par contre, sans pour autant vouloir tout automatiser à la détection, Ouais. c'est plus compliqué. Tu rajoutes toi-même l'aspect sémantique du truc pour voir si c'est un abus ou pas. Et puis après, Et puis C'est ça, après, ouais. l'aspect mécanique de bon, bah, ce changement, je l'applique. Peut-être que là, il y a moyen d'automatiser. Sinon, il y a c'est pas très applicable, mais on peut faire la même méthode que les Unity Build pour savoir ce que sera ce fichier, mais qu'on inclut tous les fichiers avec Ouais. les modifs dans un seul. Mais non, mais Ouais, c'est pas possible. c'est vrai. Et ça évite de faire toute la mécanique de d'arc dans tous les sens. Il De toute faut que... façon, ça peut avoir l'intérêt d'avoir une technique pour couper les clics aussi, ça c'est autre chose. Ouais, non, c'est une idée. Après, je me demande à partir de quel moment Clang va juste se suicider parce que le fichier fait 6 Tera. Ton OS va le suicider. Oui, c'est ça. Ou effectivement mon OS, mais ouais. Sachant que le faire une native build, ça peut potentiellement changer la sémantique. Donc, Non, mais je dis pas Hmm. que Ouais. pareil, si on a C'est vrai, déjà, ouais. on peut peut-être la réutiliser. voilà, déjà, Hmm. si c'est facile à faire, les sources sont cool. est-ce qu'on peut changer, par exemple, quand il y a une arborescence de code avec une espèce, déplacer du code, enfin changer d'une espèce, enfin le code, déplacer d'un espèce à un autre? On pourrait faire ça. Ouais, ça me paraît pas... Ouais, ça me paraît pas infaisable, effectivement. Après, c'est ça. Est-ce qu'on va avoir des blagues avec les ADL? On peut l'avoir, par contre, les changements, c'est des changements textuels. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. l'AST nous sert pour détecter des patterns qui nous posent. J'imagine qu'on le verra de la présentation d'après. mais Tout à fait, ouais. L'AST nous sert pour détecter les patterns qu'on veut changer. Mais le changement lui-même, c'est textuellement, on dit remplace ce range de caractère par tel autre range de caractère. Et du coup, si on veut déplacer un bout de code à un autre endroit, c'est des changements qui ne s'expriment pas forcément. Enfin, c'est pas aussi simple que ça à exprimer. Mais si on veut renommer une espèce, il n'y a pas de problème. Mais si on veut sortir un truc et réorganiser tous les trucs, c'est peut-être un peu plus. Je sais pas ce que tu en penses. En fait, c'est faisable. Pour le coup, Contagi n'est pas forcément le meilleur outil. Contagi est fait pour faire des modifications très locales, du type linter, de type essaye de remplacer ça par telle utilisation. Faire du refactoring à l'échelle, toujours en se basant sur la suite avec Clang. Il y a d'autres outils qui permettent de faire des transformations beaucoup plus massives et beaucoup plus larges. Je ne me bâtirai pas sur Contagi. Ça reste la même démarche par rapport à ce qu'on va retrouver aussi tout à l'heure. Ça va rester les mêmes outillages. Ce ne sera juste pas forcément fait au même endroit. Enfin, c'est comme ça que personnellement je le fais. Pour les petits changements locaux, Contagi est parfait. Dès qu'on va être sur plusieurs fonctions en même temps, un renommage de méthode, une extraction de fonction. Là, ils fournissent d'autres choses avec leur plugin refactor qui permettra d'y arriver beaucoup plus facilement. Après, toi, ce que tu voulais, c'était changer de namespace. Ouais, Donc moi, je remplace par acquad ferment juste à ce que j'ai fermé tous les namespaces existants. Je réouvre le namespace, le nouveau namespace, je recode le bloc de code, je referme et je réouvre l'ancien. Et c'est fait. C'est dégueulasse. Oui, pardon. Avec les modules? Non? Ah oui, les namespaces, oui. C'est en 17 ça, les namespaces. Mais il y a des changements en vote, tu peux mettre des inlines en plus. Ouais. On va laisser Jérémy vous montrer ce que ça donne en vrai.